Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes aujourd'hui à Alger, au palais du gouvernement, et notre invité est le ministre de l'Intérieur, Daro Ould Kablia. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Soyez le bienvenu. Première question. Le Conseil des ministres a annoncé la levée de l'état d'urgence. Ça fait exactement 19 ans. Qu'est-ce qui explique cette décision ? Le contexte actuel n'a pas joué pour nous, pour la simple raison que l'idée de lever l'état d'urgence est assez ancienne. La dernière fois qu'on en a discuté, c'est au cours de l'été dernier. Donc, l'état d'urgence n'a pas été levé sous la contrainte de ce qui a pu se passer durant le mois de janvier écoulé. Mais ce n'est quand même pas accidentel. Ce n'est pas accidentel. Ça a peut-être précipité la décision, mais beaucoup de gens pensaient que le fait de décréter l'état d'urgence était destiné à empêcher un certain nombre d'activités civiles qui n'ont rien à voir avec les subversions des manifestations publiques, des réunions, etc. Alors laissez-moi vous poser une question très concrète. Il y a déjà eu 2 marches à Alger qui ont été interdites. Il y en a une autre qui est prévue ce samedi. Est-ce que du coup, avec la levée de l'état d'urgence, elle va être autorisée ? Je ne peux pas me prononcer tout de suite parce que les initiateurs de cette marche n'ont pas déposé de demande. C'est lorsque cette demande sera déposée qu'on répondra. Mais sur le principe Sur le principe, je pense qu'elle ne sera pas autorisée. Et vous pensez que c'est une bonne chose qu'elle ne le soit pas ? C'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il y a d'autres moyens de s'exprimer parce que nous savons qu'à travers cette marche, ce n'est pas l'expression d'idées ou de revendications qui sont avancées. Parce que là, on leur a proposé, déjà lors de la première tentative de marche, de mettre à leur disposition n'importe quelle salle de réunion où ils pouvaient s'exprimer en toute liberté, dans la clarté, dans la sérénité, en présence de tous les médias nationaux ou étrangers. Ils ont refusé, ils ont préféré la marche parce qu'ils savent qu'au niveau d'une marche, si elle n'est pas autorisée, cela veut dire qu'un service d'ordre doit être là pour l'empêcher. Alors c'est ce qu'ils cherchent. Les initiateurs de cette marche, ils l'ont dit, ils veulent une confrontation avec les forces de l'ordre pour montrer à l'opinion nationale et en particulier à l'opinion étrangère qu'ils ont en face d'eux un régime répressif, un régime policier. Je commence par ce dernier point pour dire que les manifestants qui ont été arrêtés, malgré quelquefois la lourdeur des charges, quand il s'agit de pillage ou de sac, ont été tous libérés. Ceux qui ont participé aux marches, considérant qu'il s'agissait également de problèmes mineurs, ont été libérés sur le champ. Quant à la dernière marche, celle du 19 février, il n'y a eu aucune interpellation. D'accord. On a vu ces dernières semaines des mesures d'urgence. On sent quand même qu'il y a une certaine urgence à agir. Il y a une accélération de toutes les dispositions et de toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent. Bon, les revendications actuelles, c'est surtout le logement et l'emploi. Mais vous, est-ce que vous ne sentez pas derrière ces revendications socio-économiques des revendications plus politiques de changement de régime ou peut-être de changement de génération? Les gens voient bien ce qu'il se passe dans les pays alentours. Il y a quand même une sensibilité. La situation en Algérie est différente de ce qui se passe ailleurs. Pourquoi ? Parce que il y a des mesures, il y a des choses, des éléments positifs qui existent en Algérie qui n'existent peut-être pas ailleurs. Par exemple, le niveau de vie des citoyens qui a augmenté, l'éducation qui a connu des sommets, la santé, les problèmes des besoins ordinaires des citoyens, l'eau, l'électricité. Nous avons des indicateurs qui... Mais c'est ce qu'on disait du régime tunisien. On disait qu'il y avait une classe moyenne, très éduquée. Les problèmes en Tunisie, je pense, sont d'une autre nature. Parce que la société est une société bipolaire en Tunisie. Il y a une classe moyenne qui est très à l'aise et il y a une classe
populaire qui est beaucoup plus pauvre, parce qu'il y a eu, je pense, un développement déséquilibré qui a touché certaines régions et pas d'autres. Chez nous, les projets d'investissement sont équitablement répartis à travers l'ensemble du territoire national avec un effort supplémentaire pour les zones déshéritées, pour les hauts plateaux, pour le sud, etc. Il y a donc des moyens plus importants qui sont dégagés pour les populations chez nous et la répartition du revenu national est beaucoup plus équitable. Et vous êtes confiant, le régime algérien n'est pas menacé? Le régime algérien n'est pas menacé. Le peuple a conscience, dans sa globalité, que ce que fait le régime est insuffisant, certes, mais qu'il est déjà extrêmement important. D'accord. Je vais venir à ce qui se passe en Libye. C'est un pays frontalier. Il y a des événements extrêmement graves. Le peuple libyen, comme tout peuple d'ailleurs, a toute liberté pour apprécier la manière dont il est gouverné. Vous appréciez, vous, personnellement, la façon dont... Je n'ai pas à me placer à la place du peuple libyen. On verra à la fin s'il réussit ce qu'il pense engager, parce que même là, et je reviens un peu à d'autres pays où déjà les événements qui ont eu lieu ont eu des conséquences que certains estiment positives et qui sont positives. À mon avis, elles ne seront positives que si ces événements se traduisent par une situation qui soit au bénéfice des populations qui ont engagé ces actions. Vous en doutez? Je n'en doute pas, mais un petit peu. Il y a des possibilités de manipulation. Tout cela. Qu'est-ce qui vous inquiète en Tunisie, par exemple? Ce qui m'inquiète, c'est que peut-être que le peuple demande une chose et ceux qui ont chapeauté maintenant, qui ont pris en charge la gestion de la transition, n'aillent vers d'autres directions. C'est-à-dire vers un nouveau régime dictatorial, c'est ça ce que vous craignez? Pas exclusivement un régime dictatorial, cela est exclu, mais pas dans l'intérêt de ses citoyens. Les citoyens tunisiens peuvent gagner en liberté, mais perdre en souveraineté. C'est ça qui peut se produire. C'est-à-dire une influence étrangère? Une influence extérieure, tout à fait. Occidentale ou... Certainement occidentale. Vous trouvez que les pays occidentaux ont été très importants dans ce qui se passe en Tunisie, en Égypte? Ils ne sont pas importants, mais ils essaieront d'en tirer le meilleur profit. Et donc, quand vous parlez d'influence, par exemple, est-ce que vous pensez que la France pourrait tirer les marrons du feu en Tunisie et les États-Unis en Égypte? C'est de ça dont vous voulez parler? Je n'irai pas jusque-là, mais cela n'est pas à exclure, puisque on a vu qu'il y avait un soutien et une propension extrêmement exceptionnelle de soutenir cela. Il n'y a qu'à voir les télévisions occidentales, c'est pratiquement à flux tendu que les choses-là sont répétées. Bon, je ne dis pas qu'il y a une ingérence directe, mais il y a une ingérence indirecte en faisant développer des slogans qui peut-être au départ n'étaient pas les slogans des personnes qui avaient engagé. Les Tunisiens se sont battus. Vous le sentez en Algérie aussi? En Algérie, c'est plus difficile, parce que les Algériens ont un sentiment nationaliste beaucoup plus développé et beaucoup plus chauvin. La seule chose à ne pas faire avec les Algériens, c'est de vouloir leur dicter leur conduite. Alors c'est là qu'ils se... Et vous trouvez que la France respecte ce devoir de réserve? La France a respecté. La France, en tant qu'État, fait preuve jusqu'à présent de réserve, de retenue, et contrairement aux médias, il faut le déplorer. Alors je veux venir à la question du Sahel. On en parle beaucoup en France, évidemment, avec la présence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. La coopération régionale marche mal. La coopération régionale en matière de lutte opérationnelle marche mal. Pourquoi? Parce que les moyens
sont disproportionnées. L'Algérie peut mettre beaucoup de moyens, ces pays-là peuvent mettre beaucoup moins de moyens. On parle du Niger et du Mali. Oui. Ensuite, et la Mauritanie aussi? Ou la Mauritanie aussi. Maintenant, ces pays-là ont des accords avec d'autres puissances. La France. Autres que... On parle de la France, là, soyons clairs. Voire des États-Unis. Voire des États-Unis. Ça vous dérange? C'est ça qui... Ça ne nous dérange pas, mais ça peut nous créer des problèmes d'une autre nature. Si l'Algérie s'associe avec un pays non concerné directement et qui ne partage pas les mêmes valeurs religieuses en particulier, cela veut dire que l'Algérie musulmane s'associe avec un pays non musulman pour combattre des musulmans. Ça peut se retourner et contre nous et contre vous. Alors, je comprends ce que vous voulez dire, mais si vous ne voulez pas que l'Algérie s'allie avec la France et les pays frontaliers dans des opérations antiterroristes, est-ce que ça vous dérange que la France le fasse avec la Mauritanie, par exemple, peut-être avec d'autres... La Mauritanie est un pays libre, le Mali est un pays libre, le Niger est un pays libre. Ils ont des accords déjà avec les Français, ils engagent des opérations. Mais ça vous dérange? Il y a des raisons quand même historiques qui font que l'Algérie n'a peut-être pas envie d'avoir de troupes françaises juste à ses frontières. Si elle a des troupes à ses frontières, ces troupes ne menacent pas l'Algérie. Non, bien sûr, mais... Elles ne menacent pas l'Algérie. Mais ces troupes peuvent créer des problèmes au niveau de ces pays-là. Ça peut accentuer le sentiment de rancœur des populations locales contre la présence française ou la présence d'unités étrangères dans leur pays. Ça aussi, c'est un paramètre qu'il faut prendre en considération. Très bien. Écoutez, Monsieur le ministre de l'Intérieur, merci beaucoup de nous avoir reçus ici au Palais du Gouvernement à Alger et merci à vous d'avoir suivi cet entretien exclusif sur France 24.